réalisé pour le Comité d'État des constructions civiles et d'architecture de l'URSS. Moscou. Vilnius. Novgorod. La plaine russe et les monts du Caucase, les côtes maritimes et les vallées des fleuves, les espaces de la taïga sibérienne et les déserts d'Asie moyenne. Le pays des soviets offre aujourd'hui le spectacle d'immenses chantiers où les architectes soviétiques mettent leurs projets à exécution. Le principal objectif de l'urbanisme soviétique consiste à fournir à l'homme les meilleures conditions de vie, de travail et de loisirs. L'urbanisme en URSS. L'Union soviétique avait hérité d'un réseau de villes irrégulièrement développé et réparti. Tous les ans, une vingtaine de villes et une soixantaine d'agglomérations de type urbain sont construites en URSS. Plus de la moitié de la population soviétique est citadine. La distribution rationnelle des forces productives sert de base à la mise en place d'un système socialiste unique de population. La planification nationale centralisée et l'absence de propriété foncière privée nous permettent de passer du développement autonome des villes à la création de groupes d'agglomération interconnectés. La formation des systèmes de peuplement groupés est indissociable de la naissance de grandes villes. Actuellement en construction, la ville de Naberejneye-Chelny deviendra le centre de toute une constellation de localités à l'est de la République autonome des Tatars. On y bâtit la centrale hydroélectrique Nijnekamskaya. D'ici peu, l'usine de camions sur la Kamaï sera mise en route. De pair avec une industrie pétrochimique en voie de développement, elles vont déterminer la spécialisation industrielle de cette région en expansion. Les urbanistes y ont prévu des liens industriels et culturels stables et un réseau unifié de transport et d'équipements techniques pour toutes les agglomérations. Parallèlement, on y trace des parcs forêts, des réserves nationales et des zones de loisirs. Le schéma d'aménagement des districts de la région de Moscou tient compte du développement complexe de la région économique du centre du pays. L'industrialisation intensive des villes périphériques de la région limitera la croissance de la conurbation moscovite. Les systèmes de peuplement groupés ne sont pas qu'urbains. Des bourgs et des villages sont transformés aujourd'hui en des agglomérations agro-industrielles. Les conditions de vie, de travail et de loisirs se rapprochent de celles des villes. Ainsi se trouvent progressivement surmontées les différences entre la ville et la campagne. L'aménagement régional offre des moyens essentiels du développement harmonieux des villes. Il en résulte un plan général de la ville scientifiquement élaboré. Ainsi, pour Moscou et Leningrad, ces plans définissent l'orientation et le caractère de leur développement pour un avenir d'une trentaine d'années. De tels plans ont été établis en URSS pour toutes les villes et pour la plupart des agglomérations de type urbain. Le progrès scientifique et technique modifie l'aspect des zones industrielles. On y installe maintenant des centres de recherche avec leurs laboratoires et usines pilotes et nous sommes très exigeants en ce qui concerne leur architecture. D'autre part, les progrès enregistrés dans la lutte contre la pollution de l'environnement ont fait que plus d'un tiers des entreprises modernes ne dégagent aucun déchet ni bruit nocif. Cela permet de les implanter à proximité des habitations, donc de mieux utiliser les surfaces urbaines et de réduire le trajet entre le domicile et le travail.
C'est un nouveau quartier résidentiel de Vilnius. Sa structure est conforme au système des services collectifs. Au premier niveau de ce système correspond une unité résidentielle de 5 à 10 000 habitants. Tous les services quotidiens sont offerts sur place. Chaque unité résidentielle a ses écoles, garderies, crèches, etc. À l'intérieur de cette unité résidentielle à Minsk, la circulation automobile est interdite. Plusieurs de ces quartiers résidentiels constituent l'élément structural appelé en URSS arrondissement résidentiel, dont le centre se rattache au second niveau des services sociaux que les habitants ne fréquentent que périodiquement. Ce sont des établissements culturels, des supermarchés et des administrations, comme c'est le cas de Zelenograd. De Novosibirsk et de quelques autres villes. Il y a enfin le niveau des services que les habitants utilisent épisodiquement. Ce sont les grands magasins spécialisés, les palais des sports, les théâtres, les philharmonies, les musées, les bibliothèques fondamentales, les centres de recherche. Généralement, ils sont situés au centre de la ville. Toutefois, dans les grandes agglomérations, et notamment à Moscou, les quartiers du centre sont envahis par les piétons et les moyens de transport, d'où la décision d'adopter une structure urbaine polycentrique. Par exemple, le plan général de développement de Moscou divise la ville en 8 zones d'aménagement, comptant chacune de 600 000 à 1 million d'habitants. Ces zones sont dotées de grands centres de services, partie intégrante du centre urbain. Le centre de chaque zone d'aménagement s'étend sur plusieurs artères, places et jardins, et tire son originalité des ensembles et monuments architecturaux, des grands édifices publics et bâtiments commerciaux. Il est à signaler que dans les zones, le nombre des emplois est proportionnel au chiffre de la population. Ce n'est pas la distance, mais le temps qu'il faut pour la couvrir qui compte maintenant dans une grande agglomération. Aussi les urbanistes soviétiques se proposent-ils de faire de sorte que le trajet entre le domicile et le lieu de travail soit d'une demi-heure environ, même dans les villes les plus importantes. Ce qui complique la solution du problème des transports urbains, c'est l'accroissement du nombre d'automobiles et surtout des voitures particulières. Les architectes le prennent en compte dans la construction des artères de transport, et notamment à Vilnius, en Lituanie, à Tolyatti, sur la Volga, à Moscou. Afin de bien relier les unes aux autres toutes les parties d'une ville, on met en place des réseaux de voies express, en évidence sur ces schémas de Moscou et de Leningrad. Néanmoins, le développement prioritaire des transports en commun, réputés pour leur commodité, fiabilité et sécurité, assure le gain de temps le plus considérable.
Le métro, moyen de transport le plus rapide entre tous et par conséquent le plus sollicité. 7 villes soviétiques ont déjà leur métro et dans 4 autres, il est en construction. Divers ouvrages de génie civil sont conçus pour élever la vitesse et augmenter la sécurité du trafic urbain en répartissant les trafics de véhicules et de piétons suivant leur destination, comme c'est le cas notamment à Kiev. L'espace souterrain est exploité tout aussi intensément, et plus spécialement dans les grandes villes. Cela permet de régler le problème du stationnement des voitures automobiles. On a pu constater que dans les zones résidentielles, les garages souterrains, comme à Minsk, et à Toliati, ou semi-souterrains, comme à Vilnius, sont plus pratiques pour les voitures particulières. Quant aux grands édifices publics et administratifs, il faut aménager devant eux de vastes parkings. Inévitablement, les automobiles polluent l'air par leurs échappements de gaz et augmentent le niveau du bruit dans les villes. Près de 80% des bruits urbains proviennent des transports. De ce fait, tout en perfectionnant les véhicules, on s'attache à assainir le milieu urbain par d'autres moyens encore. Les chaussées sont séparées des habitations par des bandes de verdure. Les voies à trafic intense sont construites en dehors des quartiers. Il ne doit pas y avoir confrontation entre l'homme et la ville. Nous sommes convaincus que la révolution scientifique et technique aidera à créer et conserver dans les villes soviétiques un milieu d'habitation sain et humain. Dans leur ensemble, les mesures d'assainissement et de protection du milieu urbain sont réglementées par la loi. Un rôle important est dévolu à la création d'espaces verts. En règle générale, les massifs boisés et les parcs pénètrent profondément dans le corps de la ville et se ramifient en squares, boulevards et jardins. À Navoï, ville située en plein désert, les massifs de verdure forment un cadre de vie tout à fait normal. En outre, les espaces verts renforcent chez les citadins la sensation de confort psychologique et permettent l'aménagement de zones de loisirs dans les villes. En URSS, le loyer ne dépasse guère aujourd'hui 5% du budget familial moyen. Un appartement moderne pour chaque ménage. Tel est l'objectif social de l'État qui en assume tous les frais. Ces 10 dernières années, la moitié environ de la population urbaine du pays a emménagé dans 23 millions de logements neufs. Seule une industrialisation poussée du bâtiment a rendu possible ces rythmes spectaculaires. Pourtant, à la première étape d'intégration des éléments préfabriqués, on ne produisait que quelques types de maisons, ce qui était à l'origine de la monotonie des bâtiments implantés en masse. Les architectes sont en train de résorber cette contradiction. On réorganise les technologies du préfabriqué, on élargit la gamme des éléments types et de leurs combinaisons. Aussi a-t-on dressé à Moscou un catalogue unique des éléments types permettant à l'architecte de choisir entre un grand nombre d'articles industriels pour composer les ouvrages les plus variés
et il peut désormais multiplier les types des appartements et leurs combinaisons suivant la structure démographique. Il existe d'autres manières de personnaliser l'implantation des bâtiments. À Lasdinaï, les architectes de Vilnius ont conçu des maisons d'habitation assemblées de blocs-sections types. Le quartier résidentiel est parfaitement adapté à son site naturel. À Leningrad, en respectant le plus possible le milieu naturel, les architectes urbanistes ont communiqué à leurs œuvres une grande force d'expression. L'esthétique d'une ville est l'un des problèmes les plus complexes de l'urbanisme. Mais la beauté à elle seule des immeubles ne suffit pas pour rendre une ville attrayante. La physionomie d'une ville, c'est la composition des espaces urbains constitués par les ensembles architecturaux. L'urbanisme russe en offre quantité d'exemples classiques. Ensemble unique dans son genre, la place rouge symbolise aussi pour les soviétiques le centre de leur pays. Il appartient aux urbanistes de perpétuer et perfectionner ces traditions richissimes. Ces dernières années, on a érigé dans les villes héros des ensembles commémorant les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale, la défense de Leningrad, la bataille de Stalingrad, Bien souvent, le visage d'une ville, c'est sa silhouette, et les verticales les plus éloquentes deviennent symboles des villes. Mais c'est la composition spatiale du centre qui rend le mieux l'image d'une ville. Comparez les places centrales d'Erevan et de Minsk. Nous voici à Ulyanovsk, la ville natale de Lénine. La planification de l'économie soviétique permet de développer et d'améliorer de façon complète les centres des vieilles villes. En fait, c'est un nouveau centre qui a été créé à Ulyanovsk. La tâche des urbanistes léningradiens n'était pas moins ardue. Depuis la fondation de la ville, ces grands ensembles ont gravité autour de la Neva, axe naturel le long duquel s'est formé le centre. Son développement sur le même axe n'est que logique. Ce qui est essentiel, c'est que sous peu, le centre de Leningrad débouchera sur le golfe de Finlande et sera parachevé par l'implantation de bâtiments sur le front de mer.
Cet ensemble grandiose adoptera les formes caractéristiques de la silhouette de Leningrad. La première tranche du centre de Tolyatti sur la Volga a déjà réuni dans une composition spatiale intègre tous les quartiers résidentiels. De la sorte, pour donner son individualité à une jeune ville, il importe avant tout de réussir son centre. Tachkent. Il y a 10 ans, un violent tremblement de terre avait détruit la ville. Un déploiement grandiose des travaux de nos urbanistes a fait renaître la capitale de l'Ouzbékistan soviétique. L'un des principes fondamentaux de la construction des centres de villes soviétiques consiste à créer des systèmes d'ensembles architecturaux et non pas des immeubles isolés. C'est Novgorod. L'originalité des villes tient pour beaucoup à leurs monuments architecturaux, témoins des civilisations du passé. Voici des monuments de Leningrad, de Vilnius, de Kiev. On a cru bon nombre d'entre eux irrémédiablement perdus dans les flammes de la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques ont fourni un effort titanesque pour relever de leurs cendres des centaines de villes. Ensuite, ils se sont attachés à faire renaître de leurs ruines ces chefs-d'œuvre, dont les églises mondialement connues de Novgorod et de Pskov. Dévastés par la guerre, les parcs et palais de la banlieue de Leningrad sont revenus à la vie. Il est toujours possible d'enrichir le visage artistique d'une ville, même très vieille. L'articulation de l'ancien et du nouveau est un grand problème de l'urbanisme contemporain. Il n'est pas facile de créer des villes vraiment dignes de notre époque. Jamais encore l'urbanisme soviétique n'a connu de tels progrès. Les avantages du socialisme, a dit Léonid Brejnev au 24e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, permettent de diriger le processus naturel de la croissance des villes de façon à garantir à leurs habitants des conditions de vie de plus en plus saines et confortables. C'est aujourd'hui que l'on construit les villes de l'avenir.
Scénario et réalisation, André Gerasimov. Consultant, Nikolai Baranov, architecte du peuple de l'URSS. Vladimir Belousov, agrégé en architecture. Prise de vue, Vadim Lounine.